Monsieur le Président, merci de nous accorder cet entretien exclusif qui sera, si vous le permettez bien, essentiellement consacré à la question sécuritaire. C'est la suite au constat d'un certain nombre de déclarations et d'agissements allant dans le sens d'une tension sécuritaire réelle ou sournoisement entretenue dans une logique de chaos programmé au Niger et dans notre espace AES par des puissances occidentales, comme nous le savons désormais tous, sponsors du terrorisme au Sahel et en lien avec certains gouvernements africains à leur solde. Monsieur le Président, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Que se passe-t-il réellement sur le plan sécuritaire? Parce que les Nigériens ont eu l'impression, dans un premier temps en tout cas, que les aspects géopolitiques liés à la sécurité ont largement évolué en faveur de notre pays et de notre confédération AES. Il ne restait plus que les aspects opérationnels sur le terrain qui sont d'ailleurs pris en charge par nos FDS et les armées de l'AES en général. Nous avons eu l'impression que les Français et leurs alliés semblent avoir bien compris que désormais, nous, Nigériens, avons pris notre destin en main et que notre dignité et notre souveraineté ne seront jamais plus bafouées chez nous. Qu'ils doivent par conséquent changer d'attitude et d'approche envers nous. Nous avons eu l'impression qu'ils semblent avoir bien compris qu'une guerre contre le grand peuple nigérien va se solder par un échec total. Par conséquent, ils ont bien intégré cette donne et que l'intervention militaire est loin derrière nous. Enfin, nous avons eu l'impression que la CEDEAO semble avoir bien intégré que la sortie des pays de la Confédération AES de leur communauté est un départ avec effet immédiat et qu'il est irréversible. Que se passe-t-il donc, Monsieur le Président, par rapport à toutes ces questions soulevées? Bonjour. Merci de l'opportunité, une fois de plus, à nous offerte pour nous adresser au peuple nigérien et de façon plus globale au peuple de la Confédération. Ayons d'abord une pensée particulière envers nos forces de défense et de sécurité qui consentent le sacrifice ultime pour garder notre pays libéré, notre pays indépendant désormais. Soyons compatissants envers nos frères civils, victimes également du terrorisme, au même titre que nos forces de défense et de sécurité. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a su conserver le peuple nigérien et répandre sa rahama sur l'ensemble de notre pays. Vous l'avez dit, on a l'impression, on a le sentiment, c'est tout à fait juste. C'est juste puisque le Niger a osé pour la première fois, depuis le 26 juillet 2023, dire qu'il assume pleinement la sécurité de son territoire. Malheureusement, l'adversaire que nous avons en face, ce n'est pas le terrorisme, c'est surtout la France. La France, habituée à disposer de tout au Niger. La France, habituée à disposer des ressources humaines et naturelles au Niger à sa guise, à travers des accords que nous savons tous, les conditions dans lesquelles nos dirigeants passés étaient contraints de les signer. Mais l'Occident, malheureusement, continue à regarder le Niger et au-delà du Niger, l'Afrique entière sous le prisme de 1800 à 1960 pour certains, pour d'autres un peu plus tôt, 1958, 48. Ce prisme, c'est un prisme de mépris, de non-droit, où la puissance coloniale pense qu'elle a un droit de vie ou de mort sur le peuple colonisé. Le Niger a passé par plusieurs étapes, notamment avec la mission
que nous appelons de reconnaissance en termes militaires, que les autres appellent naïvement des explorateurs, des ethnologues, de ceci, de cela. Et ça a commencé par Mango Park en 1805, qui traverse le Niger et qui va trouver la mort, si vous vous rappelez, à Boussa en février 1806. Après lui, c'est des Anglais, notamment un certain Denham et Clapperton, qui vont traverser notre territoire en 1822. On arrive en 1850 avec Henri Barth en 1850 qui va quitter Tripoli et arriver à Agadez précisément le 1er octobre. Il restera à Agadez jusqu'au 30 octobre avant de repartir. Après, ce sont d'autres missionnaires, notamment, vous vous rappelez, la fameuse place Monteuil. Oui. Mais avant Monteuil, il y avait Decker, il y avait Beau, il y avait un autre qu'on appelle Vergos, il y avait Touté, il y avait Hurst. Tous ceux-ci sont des envoyés précurseurs. Ils ont répertorié les peuples africains, ils ont répertorié nos coutumes et à travers ça, ils ont construit un cahier de route qui va servir de base à la colonisation de l'Afrique, en tout cas pour ce qui concerne le Niger, avec la tristement célèbre colonne Voulé-Chanoine en 1898 et qui fera entre Dogondoussi et Konni, retenez bien, plus de 12 000 morts. Capitaine Paul Voulé et son médecin infirmier, je ne sais plus, Chanoine. Plus de 12 000 morts entre Dogondoussi et Konni. Des femmes et des enfants pendus, courts, vivants, et pendus de sorte à rester en vie au moment où ils se faisaient dévorer par des hyènes. C'est ce que nous avons connu ici au Niger. Et c'est le prisme sous lequel la France a continué à nous considérer jusqu'au 25 juillet 2023. Je dis bien le 25 juillet parce que à partir du 26 juillet, les choses vont changer. Pour la France, avant le 26 juillet, aucun Nigérien n'a de droit. La nation nigérienne, c'est une république, il faut le dire, considérée comme une république bananière qui ne mérite autre chose que le mépris, où les ressources, puisque nous sommes des bananes, nous ne connaissons pas l'intérêt ni l'importance économique de nos ressources, où notre uranium était considéré avoir moins de valeur que de l'argile. Vous vous rappelez l'argile, où notre uranium rapportait à notre PIB moins de devises que le violet de Galmi. C'est cette situation à laquelle nous avons dit stop qui a créé, je ne dirais pas le mot parce qu'aucun mot ne sera aussi fort pour qualifier la réaction de Macron et de ses sbires français et nigériens bien sûr, où on nous a prédit le ciel qui tombera sur notre tête, où on nous a prédit un pays qui va s'effondrer en moins de 2 semaines, où on nous a prédit un pays qui, s'il tient tout au plus, c'est 1 mois. Où on nous a prédit un pays qui ne peut survivre sans l'aide humanitaire, sans la bienveillance de la France. C'est ce que nous avons démenti et malheureusement, nous sommes au regret de constater que la logique suivie par la France est accompagnée par les autres pays de l'Union européenne qui ne prennent pas de distance pour analyser les faits et rétablir la justice. Mais nous sommes déterminés et c'est en